C'est le Croc Show à un horaire un peu inhabituel. Nous sommes jeudi, il est 18h. Jusqu'à 19h, nous allons parler de bande dessinée avec Fabrice de la librairie Les Bulles de Vienne qui est venu les bras chargés des choix des libraires de la librairie. Chaque libraire, vous êtes combien? 4, 5? 4. Et on choisit chacun une bande dessinée à chroniquer. Tu es le porte-parole, comme d'habitude. Et toujours. puis, il y aura le choix de l'équipe à la fin. Tout va bien? Ouais, tout va bien. Salut à tous. Salut à tous. On démarre par la première, qui est un choix... alors, on est dans le comics, donc ça doit être un choix de Charlotte. Ouais, Charlotte, tu sais, elle est très comics et fantasy, donc quand elle arrive à joindre les deux, à la fois du comics et de la fantasy, en général, c'est très souvent un coup de cœur pour elle, et c'est le cas de cet ouvrage qui s'appelle Briard, La rebelle au bois dormant, aux éditions Urban Comics. Voilà. C'est une série, parce que je vois que c'est le C'est tome un tome 1. Oui, c'est une série. Alors aujourd'hui, je suis incapable de te dire vraiment la tomaison, parce que souvent, la bande dessinée américaine, c'est des achats droits et des traductions, donc des fois, les séries sont pas encore terminées aux États-Unis quand démarrent les tomes 1, donc voilà, je saurais pas te dire combien il y a de tomes prévus. Alors, quel est le sujet de ce Briard? Parce que là, je vois La rebelle au bois dormant. Bah, La rebelle au bois dormant, il y a une grande partie du titre, va te donner quelques indices, hein. C'est une revisite du conte de la Belle au bois dormant, façon assez trash et assez fantaisiste. Donc c'est la même histoire de départ, hein, une jolie princesse qui s'amuse avec le rouet, ce qu'elle n'aurait pas dû faire, se fait piquer et s'endort et attend très gentiment son prince charmant qui va venir l'embrasser pour la réveiller. Alors le prince charmant arrive, il se dit ça sert à rien de l'embrasser. Autant que je l'épouse tant qu'elle dort, comme ça elle me foutra la paix. Et puis je prends le royaume quand même. Donc voilà, donc le prince s'arrange avec son beau-père, le roi, pour faire allégeance. Il prend le royaume et avec tous les deux ils vont aller guerroyer, voilà, et essayer d'étendre leur royaume. Et puis au bout d'un moment, la princesse, au bout de 100 ans, se réveille enfin, est embrassée, se réveille enfin. Et voilà, elle espère reprendre sa place, si ce n'est que son royaume, à force de 100 ans de guerre, il est complètement détruit, il n'y a plus rien. Et puis elle s'est endormie en étant une vraie princesse, un peu nunuche, et puis elle cherche ses fées marraines éventuellement, qui l'ont guidée tout au long de sa jeunesse et de sa vie de jeune femme. Et donc très très vite, la réalité d'un monde ultra violent va la rattraper. Donc au départ, elle est... Comment dire, elle se prend gadin sur gadin et très très vite elle va faire équipe avec une jeune femme issue d'une tribu un peu particulière qui a la peau bleue, qui va elle la sauver régulièrement. Elles vont faire équipe et puis elle va décider de reprendre sa place, mais elle comprend bien qu'elle la reprendra pas de façon traditionnelle mais plutôt avec les armes. C'est une revisite, donc on l'a bien compris, de La Belle au bois dormant, version plutôt trash. D'ailleurs, moi quand je vois la couverture, c'est peut-être pas à mettre entre toutes les mains, parce qu'on voit là cette fameuse rebelle au bois dormant qui est dans une mare de sang. Et tu sens bien qu'il fallait l'embrasser pendant qu'elle dormait, mais pas maintenant, ça c'est sûr. Elle a quoi, c'est quoi, une pioche qu'elle a? Non, c'est une énorme épée médiévale. Ah oui. Voilà, dans une mare de sang, donc je pense qu'elle s'en est déjà un peu servie. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Alors, mais Briard, c'est quoi? C'est son nom. C'est son nom à elle. Ouais, c'est ça, c'est son nom. Donc, si vous avez aimé La Belle au bois dormant, je suis pas sûr que vous aimiez celle-ci. Non, mais vraiment, c'est vraiment une narration de comics, donc avec une pagination assez importante. Et puis vraiment, c'est arrivé souvent, on revisite les contes de façon très humoristique, souvent plutôt humoristique. Là, c'est vraiment une revisite qui pourrait presque... Il y a un côté Mad Max un peu dedans, tu vois. C'est ces héroïnes là qui au début sont un peu frêles, un peu nunuches, et puis elles s'en prennent tellement plein la tronche qu'à un moment donné, elles ont décidé de rendre les coups, et c'est ce qui va arriver à cette rebelle au bois dormant. Je rappelle que c'est un comics, que ça sort chez Urban Comics. Donc c'est quoi, à partir de les ados là? Ouais, au fond 15-16 ans, ouais. C'était le choix de Charlotte, donc de la librairie Les Bulles de Vienne. Alors il fallait un choix musical pour illustrer cette bande dessinée. J'avoue que j'ai séché, c'est la seule pour laquelle j'ai pas eu d'idée. Et tu m'as dit, faut trouver une fille un peu rebelle. Un peu rebelle. Voilà. Alors là j'ai extrait le nouveau single des Goat Girl, et je pense que ça les vents ovales de Horn, Mermillot et Trip, ça sort chez un éditeur qu'on aime bien. Rappelle-nous son nom. Collection Air Libre. Collection Air Libre des éditions Dupuis. C'est ça. On est dans le rugby, si j'ai bien compris. On est plutôt dans le sud-ouest, qui est le fief de l'Ovalie, globalement. Le rugby est certes présent, mais il est présent dans toute la société
du sud-ouest, et là on est en mai 68. L'histoire démarre en mai 68, le terrain de rugby est occupé, c'est avec merguez, et puis piquet de grève, et voilà, on sait ce qui est en train de se passer au niveau national en France, et donc forcément ça touche quand même ces petits villages aussi du sud-ouest, et là ces deux villages en fait, c'est La Roque-sur-Garonne et Castelnau. Ces deux villages sont séparés que par la rivière, hein, il y a un pont entre les deux, et c'est tout le conflit que tu peux avoir dans des petits villages comme ça de campagne. Et donc on démarre en mai 68, c'est que 2 pages, pas plus, voilà. Et très très vite on va basculer en mai 67, un an avant. Et on comprend bien que les 3 tomes de l'histoire vont nous permettre de mai 67 à arriver à mai 68 et tout ce qui s'y est passé. C'est ce qu'on appelle quoi, le préquel, c'est ça ? Oui, c'est un envoyé éventuellement, c'est ça. Et donc, eh bien dans ce petit village, dans ces 2 petits villages qui se tirent la bourre le dimanche sur les terrains de rugby, en fait, on va se rendre compte que d'un côté, eh ben c'est le marquis qui a l'usine, qui fait travailler tout le monde des 2 villages dans son usine, qui est l'entraîneur et qui gère une équipe. Et de l'autre côté, eh ben, c'est le curé du village qui gère l'autre équipe. Donc, ils sont tout aussi mauvais les uns que les autres. C'est-à-dire que le dimanche, ils sont pas dans le même championnat, mais à chaque fois qu'ils jouent, ils se prennent des branlées. Voilà. Et puis les ados, voilà, ils commencent à en avoir ras-le-bol. De toute façon, que ce soit le curé ou que ce soit le marquis, globalement, c'est assez dictatorial les entraînements, et donc ils en ont un peu ras-le-bol de cette guéguerre finalement. Il y a un peu de guerre des boutons presque. Pour de piètres résultats. Pour de piètres résultats. Et puis surtout, moi, ce que Sarah a aimé, mais ce que moi aussi j'ai beaucoup aimé dans cette histoire, c'est que chaque début de chapitre, c'est un peu comme les infos de l'époque au cinéma. C'est-à-dire qu'on te replace dans le contexte du mois, ce qui s'est passé de fort dans le monde. 68, il y a les guerres du Vietnam, il y a enfin voilà des choses comme ça qui remettent dans le contexte de l'époque. Et on va suivre 2 jeunes filles, Evelyne, dont c'est le titre du premier album, qui elle est une jeune femme issue d'un milieu ouvrier. Son père est ouvrier, métayer. D'ailleurs, il travaille pour le marquis, il gère les terres du marquis. Elle travaille très bien à l'école, elle va réussir facilement son bac, et on comprend qu'elle va partir à Paris, à l'université. Et quand tu es en mai 67 et que tu vas arriver sur mai 68, tu comprends bien que quand elle va arriver à Paris, on comprend dans la suite de l'histoire qu'elle sera embarquée dans cette vie étudiante, et qui l'amènera peut-être sur les barricades, enfin à faire voilà. Et de l'autre, c'est sa meilleure amie qui est la fille du marquis, et voilà, et qui elle, malheureusement pour elle, va tomber amoureuse de l'instituteur, qui est un communiste. Donc c'est un peu difficile socialement entre un marquis et un communiste, voilà. Et puis en plus, elle a 20 ans, la majorité est à 21, et elle tombe enceinte. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Et donc, tu as toute l'histoire, en fait, c'est l'histoire de cette jeunesse qui a 20 ans, et et on va comprendre avec eux pourquoi, à un moment donné, ils vont certainement se rebeller contre l'ordre établi, et qu'il y aura mai 68 quelques mois plus tard. Et à la fois, tu as aussi tout le quotidien d'un petit village, avec y a de l'humour, il y a de l'entraide, il y a des couvaches, il y a tout ce qui se passe dans ces petites communes. Donc tu revis un peu, tu reviens en arrière et tu revis au quotidien avec eux. C'est très frais, on passe un bon moment, on rigole. Il y a des moments un peu plus difficiles. Voilà, c'est la vie au quotidien en 67-68 dans le sud-ouest de la France. Avec l'Ovalie en fond. Et l'Ovalie qui est toujours là. Voilà. Parce que moi je me suis posé la question quand j'ai vu la couverture de l'album. On voit cette jeune fille donc qui s'appelle Evelyne avec un ballon de rugby à la main. Et je me suis dit, est-ce qu'il s'agit de rugby féminin ou pas du tout ? Non, c'est qu'elle est aussi amoureuse d'un jeune gars qui est dans l'équipe de rugby. De toute façon, tous les gars finissent dans l'équipe de rugby finalement. Et puis elle se pose beaucoup de questions parce que t'es en 67, donc tu te poses beaucoup de questions sur la sexualité. C'est pas la sexualité à 20 ans, avoir 20 ans en 67 et 20 ans aujourd'hui, c'est pas la même chose. Donc elle se pose des questions, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, je l'aime, mais est-ce que je vais aussi loin, je vais partir à Paris. Lui il est désespéré parce qu'ils ont toujours pas ils ont pas fait ce qu'ils voulaient faire avant qu'elle parte. Enfin voilà, donc t'as toutes ces questions aussi de cette jeunesse de ce moment-là, donc c'est assez sympa. Et puis comme souvent ça finit dans ces petits villages de campagne, c'est le dimanche au bal du coin avec quelques bières en trop, quoi.
À mon avis, c'est très sympathique. C'est super frais, on passe un super dessinée. bon moment. Alors moi, j'ai la particularité quand j'étais enfant, quand j'étais gamin, mes parents me mettaient dans une ferme chez des amis à eux dans le Gers, et je partais 2 mois dans le sud-ouest, et j'ai revécu beaucoup de choses que je vivais à l'époque, même si j'étais plus jeune que les héros de cette bande dessinée, mais ça m'a fait replonger dans mes souvenirs d'enfance. Ça fait du bien de temps en temps. Ça fait du bien parce que c'était très frais, et que voilà, je pense que Jean-Louis Tripp, qui est co-scénariste de cette BD, on a certainement à peu près le même âge, je pense, et on doit avoir quelques souvenirs en commun, je pense. Voilà. Justement, tu parles des auteurs, on peut en dire un mot. Là, tu viens de parler de Jean-Louis Tripp. Jean-Louis Tripp, qui a travaillé notamment avec Loisel sur Magasin Général, qui nous a fait un album très émouvant l'année dernière qui était Petit Frère. Et il est co-scénariste avec Aude Mermillon, qui avait fait une BD qui était Il fallait que je vous le dise, et Le cœur des femmes, l'adaptation du roman de Martin Winkler. Donc voilà, qui habite dans la région. Elle était à Ventange Graphique, Aude, cette année. Voilà. Et Orne au dessin, qui est un auteur assez confirmé, qui a une 15aine d'albums à son actif et qui nous a sorti quelque chose de vraiment très très sympa. Si vous avez vécu la période mai 68, si vous aimez le rugby et si vous aimez le sud-ouest, et puis si vous voulez juste passer un bon moment, une petite chronique sociale et familiale, c'est vraiment très chouette. Ça s'appelle Les Vents Ovales, c'est le premier tome de cette série. Là non plus, tu sais pas. 3 tomes. Ah, 3 tomes. On sait déjà qu'il y aura 3 tomes. Ok, donc là c'est le tome 1 qui vient tout juste de vendredi sortir. dernier, oui. Voilà, collection Air Libre de chez Dupuis, et l'éditeur nous annonce que c'est pour les 15 ans et plus, donc à partir de 15 ans. Oui, après, comme souvent, quand on a un côté un petit peu vintage et de l'histoire, je sais pas si les 15 ans ça les intéresse tant que ça. Je crois que voilà, c'est plutôt des lecteurs un peu plus adultes avec le côté nostalgie de leur enfance plutôt. Autre bande dessinée maintenant, et je crois que c'est le choix de Mike. Là, on va entrer dans le polar, donc je me suis dit que ça doit te plaire aussi, cette bande dessinée. Moi, j'aime bien la couve qui me rappelle un peu des vieux polars des années 50, surtout au niveau de la typo et du placement des lettres sur la couverture. Ça s'appelle Là où gisait le corps. Ça sort chez Delcourt, et ce sont des auteurs américains, visiblement. Oui, Ed Brubaker et Sean Phillips qui ont fait énormément de choses ensemble déjà, des très très belles séries justement de polar. Donc ça reste du comics parce que c'est de la bande dessinée américaine. Oui, alors que Delcourt a une collection comics. Hein, tout à fait. Ça. Mais bon, nous on l'a catalogué dans notre rayon polar parce que les lecteurs de polar sont pas sectaires, c'est-à-dire que ce qui les intéresse c'est l'histoire, donc quel que soit le format, ils nous suivent. Voilà. Alors, de quoi s'agit-il? Là où gisait le corps, j'ai l'impression que c'est plusieurs histoires dans l'histoire, en fait. Alors, ce qui est assez surprenant, c'est que c'est, comme le dit la couverture, comme le montre la couverture, tu as un corps allongé par terre, donc tu penses qu'il y a eu un meurtre. Voilà. Il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de sang sur la couverture, c'est important de le dire. Oui. Mais du coup, tu commences c'est une vie de quartier. D'une petite ville un petit peu pourrie des États-Unis. Une ville de quartier, mais c'est vraiment un pâté de maisons, hein, c'est 4-5 maisons. C'est des voisins. Et il y a une petite dizaine, 8-9 protagonistes dans l'histoire. Et chacun raconte sa version de ce qu'il a vu. Et c'est assez surprenant parce qu'il y a à la fois ce qu'ils sont en train de vivre à l'instant T, et on les interviewe peut-être 15 ans plus tard. Donc ils ont une autre vie de famille, ils ont vieilli, ils se sont assagis, enfin voilà. Et donc chacun raconte en fait la même histoire, mais chacun raconte sa version, donc on ne sait pas qui dit la vérité et qui ment. Et surtout, on ne démarre pas l'histoire avec un meurtre. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est ça qui est génial dans cette narration, c'est qu'on te dit le titre Là où gisait le corps, mais il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de corps quand tu démarres l'histoire. Et l'histoire démarre avec deux ados un peu paumés, un peu junkies dans ce quartier-là, un gars un peu paumé qui a des vues sur la copine de son pote, et qui son pote est un peu violent, commence à la taper, et donc lui va jouer le héros même s'il est pas très costaud et se prendre une branlée. De ça, donc il raconte ce moment-là. De ce moment-là arrive un gars qui dit qu'on appelle l'homme à l'insigne, qu'il a toujours un insigne de policier. Est-ce qu'il est policier, est-ce qu'il l'est pas, mais en tout cas il a l'insigne et il se fait passer pour ça, qui va régler le conflit. Donc il y a ce personnage-là qui a une relation avec sa voisine, qui est une femme mariée délaissée par son mari qui est un psychiatre. Il y a aussi le psychiatre qui s'occupe d'un SDF qu'on comprend certainement revenu, choc post-traumatique du Vietnam, complètement paumé, désabusé. Junkie, enfin SDF, clochard, qui vit dans les fourrés autour des maisons, et une petite gamine qui a une dizaine d'années qui croit qu'elle est une super héroïne,
qui est toujours habillé en super-héros, le nourrit tous les jours, voilà, et elle mène l'enquête parce qu'il y a des morts, il n'y a pas des mortes, mais il y a des vols dans le quartier, donc elle essaye de savoir qui c'est. Tu as derrière la commère de la ville qui est toujours à sa fenêtre et qui raconte son histoire, et donc tu croises tous ces personnages, et il y a aussi un détective privé. Et on va comprendre que ce détective privé, il est là parce que il est à la recherche de l'ado dont on a parlé initialement, la jeune fille qui a fugué de chez elle. Et donc toutes ces histoires se télescopent, et on les, à la fois quand l'histoire est en train de se passer et 20 ans plus tard quand les protagonistes racontent ce qu'ils ont vécu à ce moment-là. Et t'avances comme ça dans l'histoire et tu te dis mais il n'y a pas de meurtre, et à 10 pages de la fin arrive enfin le corps, tu sais pas ce que c'est, tu sais pas qui c'est et qui l'a tué. Mais alors je comprends pas tout, parce que tu nous dis que c'est il témoigne 15 ans plus tard. Oui, c'est-à-dire que dans la narration de l'histoire, ils racontent ce qu'ils sont en train de vivre avec en images quand ils sont adolescents ou quand ils ont 20 ans, voilà. Et on les interviewe, ils racontent à nouveau à nous, lecteurs, ce qu'ils ont vécu 20 ans avant. Donc la gamine qui était héroïne, qui se prenait pour une super-héroïne de 10 ans, là, elle est scientifique, elle est posée, elle a 35 ans, et elle raconte ce qu'elle a vu avec son esprit d'enfant 20 ans plus tôt. Donc tu passes d'une époque à l'autre, et tu arrives comme ça dans l'histoire, et jusqu'à 10 pages de la fin, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de mort. Ah oui, c'est génial. Ah bah oui. C'est absolument génial de lire ça, parce que tu es un espèce de page turner, tu racontes, hein, tu vis tout leur quotidien. Ils ont tous un quotidien un peu difficile et c'est tous un peu des paumés dans leur vie. Mais est-ce que tous les témoignages se recoupent ? Chacun raconte sa vision. Oui. C'est la même histoire, mais vue par chacun, il voit son histoire à lui. Donc, et ce qui est terrible, c'est que tu sais pas qui dit la vérité, quoi. Et ça, c'est super. Et moi, il y a cette phrase qui m'amuse. On nous dit, il y a aussi, tu as parlé du détective privé, mais on nous dit, il y a un flic qui veut qu'on le laisse tranquille. Oui. Voilà. C'est celui qu'on appelle l'homme à la plaque. Voilà. Ah oui, d'accord. Voilà, okay. C'est ça. Oui, ça fait envie aussi, du coup. Franchement, ça fait très longtemps. Dans les coups de cœur que j'ai présentés, chacun a un petit peu les siens, mais aujourd'hui, je pense que je valide tous ceux de l'équipe. Il n'y a que qui valident pas les miens, parce que moi, j'ai des lectures de vieux. Voilà. Mais c'est absolument génialissime. Mais Ed Brubaker et Sean Phillips, ils nous ont fait des comics de dingue jusqu'à présent, tous chez Delcourt, notamment la série Criminal qui était exceptionnelle, et bien d'autres aussi. Et donc là, ça faisait très longtemps que j'avais pas lu une histoire comme ça à tiroir, avec autant de personnages, autant de fluidité dans la lecture, et puis tu sais pas où tu vas, quoi. Enfin, tu te laisses porter, et c'est pas c'est pas Columbo, hein. Il y a un mort, on sait qui a tué, et comment il va trouver qui a tué. Là, tu sais pas. Et jusqu'au bout. Et tu sais même pas qui est mort. Presque. C'est dans la collection comics de chez Delcourt, et l'éditeur sur son site classe ça en genre fantastique et pas polar en fait. Non, c'est un pur polar. Ah ouais, ils ont mis ça en fantastique. Oui, non. Bon, d'accord, très bien, moi je te crois, Écoute, Delcourt Comics, donc ça s'appelle Là où gisait le corps. C'était le choix de Mike aujourd'hui, qui est libraire aux Bulles de Vienne. Et je vais rappeler le nom des deux auteurs. Il y a Ed Brubaker et Sean Phillips, qui sont deux Américains. Oui. Et voilà, et moi j'aime bien aussi parfois traduire donner le nom des traducteurs, mais là je l'ai pas pour le coup. Et je vois qu'il y a j'ai pas. Ils l'ont pas mis, c'est bougre d'Anne. Ils mettent déjà du polar en fantastique. Oui. Donc, pas trop. Hein, voilà. Est-ce qu'ils se sont trompés sur le prix ? 17,95 €. Je pense que ça, c'est bon. Bon, très bien. Non, trêve de plaisanterie, visiblement, ça fait envie. Hein. Là où gisait le corps, donc Ed Brubaker, Sean Phillips. Ouais. Alors, en fait, c'est vraiment une expérience de lecture. Il faut vraiment le prendre comme ça. Voilà. Et c'est assez surprenant. Autre bande dessinée, là c'est ton choix, Fabrice. C'est normal, c'est la bande dessinée la plus chère de la sélection. On va passer de 17,95 € à 30 €, dis donc. Qu'est-ce qui justifie un tel prix ? Une forte pagination ? Une forte pagination, un grand format, tout simplement. Voilà. 30 €. Ouais, pour la querelle des arbres. Tu m'apprends le prix, parce que j'avais même pas fait attention. Voilà, 30 €. Ok. C'est parce que tu les payes pas, toi. Ouais, c'est ça l'avantage. Ouais, c'est un peu l'avantage. C'est un peu l'avantage. Ouais. Alors, de quoi s'agit-il ? Là, on est chez qui ? Chez Dargaud, hein, c'est ça ? Non, on est chez Casterman. Ah, chez Casterman, pardon. Oui, Dargaud, ça sera un peu plus tard, je crois. Tout à fait. Alors ? Écoute, c'est quelquefois quand tu prends... Moi, je lis beaucoup des bouquins qui arrivent, et on se les partage avec l'équipe, et puis quelquefois... Tu prends un livre dont tu ne sais absolument pas ce que tu vas lire, en fait, finalement. Et donc j'ai pris ce livre, La querelle des arbres,
sans trop savoir ce que j'avais lire, parce que par le traitement graphique, par l'histoire, ça tombait plutôt pour mon type de lecture, hein, par rapport à mes jeunes libraires. Et vraiment, c'est une histoire qui m'a emporté, tout simplement. Je savais pas ce que j'allais lire, et puis là, tu vois, c'est une énorme découverte, c'est un énorme plaisir à lire, parce que c'est l'aventure telle que moi je la pense quand je lis un roman, quand je lis de la bande dessinée. Tu as de la bande dessinée pour réfléchir, tu as de la bande dessinée pour te distraire, et puis tu as la bande dessinée pour t'évader. Et c'est un one-shot, une énorme aventure qui se passe dans l'Indochine des années 20, donc dans le milieu colonial français. Et on va suivre l'histoire d'un bûcheron, c'est Timo, on est en 1920, qui va être embauché dans une plantation dans la baie du Mékong. Donc il arrive, on comprend 1920 qu'il a quelques flashs de ce qu'il a pu vivre pendant 14-18, pendant la guerre des tranchées. Donc il est un peu cabossé intérieurement, c'est une force de la nature. Et puis on va lui demander de devenir le bûcheron de cette plantation, c'est-à-dire quoi ? C'est défricher des terres pour replanter de l'EVA, pour tout le commerce qu'il y a autour de l'EVA, pour pouvoir faire les pneumatiques, voilà. Et donc il y a eu une énorme industrie, hein. Michelin était très implanté en Indochine, hein, voilà. Et avait ces plantations, et donc il arrive dans cette plantation qui est tenue par une femme qui est une aventurière, qui a pu être chanteuse de cabaret. Enfin, elle a eu 1000 vies avant d'être responsable de cette plantation. Et donc elle, comme ça se passait souvent dans le milieu colonial, elle pense qu'elle fait bien pour les indigènes. C'est-à-dire qu'une fois par mois, elle les amène au cinéma ambulant dans la petite ville à côté. Donc ça dérange les autres colons, forcément. Elle a mis en place une école pour les civiliser, entre parenthèses et tout. Mais à côté de ça, s'ils font pas mal leur boulot, ils prennent quand même des coups de bâton. Voilà. Donc, tu vois, c'était ce côté colonial, j'apporte le bien, mais j'en profite un petit peu. Et puis, arrive cette force de la nature, ce bûcheron, et son premier rôle, c'est de former ces indigènes, hein, qui sont pas bûcherons, voilà, et qui ont en plus une relation forte avec les arbres de par leurs croyances. Ils pensent que les arbres sont aussi ont un lien avec les dieux. Globalement, pour eux, c'est important, les arbres. Et il y en a certains qu'il ne faut pas couper, voilà. Et donc les blancs, eux, s'en fichent un petit peu de ces croyances, sont plutôt là pour tout défricher, tout détruire. Et à la fois, on est en 1920. Et il y a dans cette petite ville, à côté de cette plantation, un mouvement de résistance. Et ce mouvement de résistance fait un petit journal, distribue des choses, voilà. Et donc la police locale essaye de trouver qui est derrière ce mouvement de résistance. Et aussi ce bûcheron se retrouve au milieu de tout ça, voilà. Et donc on mélange tout, le monde colonial. Il y a des petits mafieux, il y a le passé lourd de ce bûcheron, qui va rencontrer dans la plantation un petit gamin avec qui il va se prendre d'amitié. Puis il y a toute une histoire autour de justement de la transmission des croyances autour des arbres. Ils ont tous les deux une passion pour les arbres un petit peu différente, voilà. Et il y a beaucoup d'humains dans cette bande dessinée et de la folie du colonialisme aussi à la fois. Et donc il y a de l'histoire, il y a de l'aventure, il y a plein de choses, il y a de l'humain. C'est pour ça que cette bande dessinée m'a vraiment touché. Et un côté un peu écolo, puisque les arbres sont très présents, mais politique aussi. Du coup. C'est écolo, c'est politique, oui, tout à fait. Voilà. Alors, c'est l'écologie. Aujourd'hui, c'est à la mode, l'écologie, on va bien dire ça. Mais à l'époque, eux, pour ces indigènes de la baie du Mékong, c'est plutôt qu'on allait toucher à des êtres vivants. Bien sûr, qui étaient leurs croyances, en fait. Voilà. Donc, c'est pas de l'écologie politique. Non, c'est de la vraie écologie. Voilà, c'est ça. Et donc, ça, c'est hyper intéressant. Voilà. La pure aventure. La querelle des arbres, donc c'est un one-shot, tu l'as dit. C'est un one-shot, ouais. On peut parler un peu des scénaristes et dessinateurs. Il y a Amaya Al-Soumar et Renaud Faras pour le scénario. Je connaissais absolument ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre, non. Ni le dessinateur. Et Renaud Faras pour le dessinateur. Non, je ne connaissais pas, et c'est pour moi une découverte complète. Ils sont français, j'imagine. Peut-être. J'ai pas été plus loin dans... Alors, Renaud Faras est né à Zagreb, je vois. Voilà. Mais il s'est installé à Paris très tôt. Voilà, donc... c'est bien, mais c'est ça qui est bien aussi, c'est que tu découvres encore des gens. Oui, mais moi je lis pas une BD parce que c'est tel à tel qui l'a fait, ou lire un roman de tel à tel. C'est de temps en temps, c'est découvrir tout, à la fois l'histoire et les auteurs qui l'ont fait
et de s'intéresser à leur parcours. Et Amaya Al-Soumar a grandi au Pays Basque, voilà, et du Sud-Ouest. Il est aussi du Sud-Ouest, on n'en sort pas on sort pas du Sud-Ouest. Voilà pour cette bande dessinée, c'était ton choix, Fabrice, La Querelle des Arbres. C'est publié par Casterman. 224 pages, grosse pagination. Il y a une belle lecture. Voilà. Et on va terminer par un choix de l'équipe. Il y a toujours une bande dessinée qui met à peu près tout le monde d'accord chez vous. Il doit y en avoir plusieurs, mais en tout cas vous en sélectionnez une. Et cette semaine, on va parler de Abemus Bastard. Tu parlais d'un curé tout à l'heure pour l'équipe de rugby. Là, il est encore question d'un curé, si j'ai bien compris, pour Abemus Bastard. Oui, la couverture de l'album laisse peu de place au doute. C'est ça, oui. Ouais. Alors, de quoi s'agit-il ? Là, on est donc chez Dargaud. On est chez Dargaud. C'est une bande dessinée écrite par Jackie Schwartzman. Jackie, qui est romancier. Qui était à Sandancre. Et alors, c'est pas une adaptation de ses romans, c'est une écriture spécifique à la bande dessinée. Et au dessin, il y a un grand nom de la BD, parce que c'est Sylvain Vallée, qui a fait Tananarive, qui avait fait Elle était une fois en France, qui a fait Tatanka, qui a fait des énormes best-sellers pour nous en librairie spécialisée BD. Et donc ces deux personnages se sont bien trouvés, voilà. Un avec son écriture complètement barrée, loufoque et improbable, des polars, je vous conseille les romans de Jackie Schwartzman parce que vous rigolez plus qu'autre chose, voilà. Et Sylvain Vallée qui a ce dessin semi-réaliste qui fait que quand il y a de l'humour un petit peu, ces personnages ils ont tout de suite des tronches et ça fonctionne très très bien. Comme beaucoup dans les romans de Jackie, le point de départ c'est souvent la région lyonnaise. Dans ces romans, c'est des espèces de bras cassés qui viennent des Buères à Villeurbanne. Là, on est dans le Vieux-Lyon. L'histoire de Lucien, qui est un homme de main, donc une espèce de tueur à gages, voilà, qui arrive dans un hôtel miteux du centre-ville de Lyon. On voit qu'il est sur les quais, on reconnaît les quartiers de toute façon. Et qui rentre dans une chambre et qui bute le mec de la chambre, mais il s'est peut-être trompé. C'est-à-dire qu'il le défenestre et en fait, quand il se retourne sur le lit, il y a une valise ouverte et dedans il y a une soutane. Donc il dit peut-être qu'il a un peu merdé. Donc il n'a pas d'autre solution. Donc il enfile la soutane et il prend la place du personnage. Et donc il va se retrouver à Saint-Claude en se faisant passer pour un prêtre et qui vient prendre son ministère. Et donc il va se retrouver à faire l'office du dimanche, le catéchisme à sa façon, parce que les gamins, il va leur apprendre ce que c'est le catéchisme, un grand coup de claque dans la gueule quand même, voilà. Il va faire refaire, il y a des travaux qu'avait lancé le curé d'avant lui, il va reconvoquer les artisans pour leur expliquer comment ça se passe, ce qu'ils doivent donner en argent liquide à côté s'ils veulent continuer le chantier. Enfin voilà, donc il va reprendre son travail initial d'homme de main, mais avec une soutane. Et c'est génialissime, hein. C'est un polar avec forcément il est parti parce qu'il a raté quelque chose à Lyon, il est un peu pourchassé par d'autres trafiquants de drogue parce qu'il était aussi trafiquant de drogue, donc voilà, tout est parti pour faire une super histoire. Ça sera en 2 tomes, le premier tome vient d'arriver, le tome 2 arrive dès octobre-novembre, histoire terminée en 2 tomes, voilà. Et alors, on a adoré. Je vais peut-être dire une bêtise, mais comme toujours. Oui, mais il y a des dessins, en tout cas des pages ou des cases qui me font penser un peu à Rip. Est-ce qu'on est un peu proche ou... Non, ça vient du dessin de Sylvain Vallée, c'est-à-dire qu'il a un dessin qui est un peu comme celui de Julien sur Rip. C'est pas du réalisme pur. C'est moi ce que j'appelle un peu du semi-cartoon, c'est-à-dire que c'est des personnages un peu ronds, c'est des personnages où on accentue leur trait de caractère par le dessin, donc ça fait très dessin animé presque de temps en temps, mais pour adultes, hein, voilà. Et c'est ça, donc non, c'est un dessin qui est très très vivant et c'est très beau, hein, en tout cas graphiquement. C'est génial, et puis il y a plein de mouvements, et surtout ce qui est intéressant dans ces BD, dans ces dessinateurs-là, c'est qu'ils mettent du mouvement avec un dessin immobile. Et ça, je trouve ça c'est très très fort. C'est-à-dire que t'as quand même une page complètement statique et ton esprit voit bouger les personnages. Alors ça, c'est vraiment le summum de la qualité d'un dessinateur. La bande dessinée s'appelle Abemus Bastard, fallait oser, hein, quand même. Oui. De Sylvain Vallée et Jackie Schwartzman, donc ça se passe à Lyon. Si vous êtes venu à Sandancre, c'est le genre de mot que fait au quotidien Jackie. C'est-à-dire que c'est dur à suivre Jackie dans une discussion parce qu'il t'en balance 10 en 3 minutes, ce genre de jeu de mots.
Dans tous les cas, c'est magnifiquement dessiné. Tu parlais des vues sur Lyon. Là, je viens de feuilleter un petit peu, parce que la chance qu'on a maintenant avec les éditeurs de bande dessinée, c'est qu'on peut feuilleter l'album. Alors, on n'a seulement que quelques pages, quelques planches. Mais là, franchement, les vues de Lyon, elles sont juste magnifiques. Hein. C'est vraiment très beau. Oui, non, mais alors c'est vrai, c'est un petit clin d'œil parce que nous, on est à côté. Mais franchement, l'équipage Jackie, Sylvain, c'est très, très bien. C'était le choix de l'équipe, donc c'est un album qui a mis tout le monde d'accord chez vous à la librairie Les Bulles de Vienne, Abemous Bastard, ça sort chez Dargaud. Et donc les deux auteurs, je le rappelle, c'est Sylvain Vallée au dessin et un peu au scénario, il a participé au scénario. En fait, Jackie, il est écrivain. Donc, ouais. Il dessine pas. C'est surtout que je pense que Sylvain l'a beaucoup aidé sur le découpage. Entre écrire un roman, écrire une nouvelle et faire un découpage de bande dessinée, c'est pas tout à fait la même chose. Donc je pense que Sylvain a amené toute sa connaissance sur une écriture spécifique à la bande dessinée. Voilà. Donc l'idée de départ et l'écriture, c'est Jackie. Et Sylvain l'a accompagné sur l'adaptation en bande dessinée. Et on revient à une pagination classique pour une bande dessinée, 88 pages. Classique, avant que la classique, c'était 46 cc, hein, qu'on appelait le classique, c'était 46 pages. Genre quoi, Lucky Luke Lucky Luke, un 13, voilà, ce genre de bande dessinée. Voilà, aujourd'hui, on dit presque classique quand il y en a 88. Non, c'est pas classique, c'est le double d'une bande dessinée classique. Ouais, c'est fou. Et alors des classiques, entre guillemets, pour on le en coup, a de moins en moins ça. parce que les lecteurs ne veulent plus vraiment ça. Les lecteurs, globalement, veulent des histoires un peu plus construites, un peu plus denses. Et le 46 pages, malheureusement, sur de la bande dessinée jeunesse, ça passe encore. Sur de l'adulte, c'est beaucoup plus difficile. Ça veut dire que quand il y a un nouveau Astérix, par exemple, il fait quand même dans les 48-50 pages. Oui, tout à fait. Ouais, toujours. Voilà, Abemous Bastard, donc c'était le dernier choix chroniqué par la librairie Les Bulles de Vienne aujourd'hui, disponible évidemment 79 rue Marchande, c'est bien ça ? C'est bien ça, oui, tu connais bien. Je me souviens bien. Et puis avant d'annoncer quelques petites choses, tu voulais parler d'une dernière bande dessinée. Oui, j'aimerais bien parce qu'on a un petit peu de temps et en fait, quand on a un peu raté certaines émissions, c'est un album qui aurait pu un peu passer inaperçu chez nous et qu'on a vraiment adoré, vraiment toute la team, toute l'équipe. C'est Les 5 drapeaux aux éditions Paquet, de dessinateur s'appelle Pau. 5 drapeaux, donc il y aura 5 tomes. Et en fait, c'est l'histoire vraie du grand-père du dessinateur. C'est un dessinateur qui est à Majorque, en Espagne, et qui a retrouvé les carnets un petit peu intimes de son grand-père. À savoir que son grand-père a fait la guerre d'Espagne. Malheureusement pour lui, il était du mauvais côté, donc il a été obligé de fuir l'Espagne pour venir en France dans les camps d'Argelès, de Collioure, enfin qui étaient à la frontière. Et chaque drapeau, chaque album va traiter d'un drapeau sur lequel il s'est engagé. Le premier, c'est le drapeau républicain espagnol, avec la fuite, la perte de la bataille, la fuite, l'arrivée en France. Le deuxième tome sera le drapeau français avec les camps de rétention dans le sud de la France, avec Perpignan, enfin voilà. Le troisième drapeau sera le drapeau anglais, donc il va partir à Londres pour continuer le combat pour lui. Le quatrième drapeau sera le drapeau nazi, parce que malheureusement il va être fait prisonnier. Et là notamment, alors ça c'est grâce à l'auteur qu'on l'a appris, moi je le savais pas et pourtant j'adore l'histoire, c'est qu'en fait son grand-père s'est trouvé dans des mines vers Angers, sous commandement nazi, et donc il a été un forçat des mines en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Et le cinquième drapeau, ça sera le drapeau espagnol, parce qu'à la fin de ce périple de plusieurs années qui est entrecoupé d'emprisonnement, de guerre, il va décider de rentrer chez lui, et quand il va rentrer chez lui, malheureusement il va se refaire quelques années de guerre parce qu'il était parti en étant un républicain. Donc sous la dictature de Franco, il va faire encore de la prison. Donc chaque album est une histoire de son grand-père, et à chaque album derrière il y a tout le documentaire. Et c'est hyper intéressant, voilà, et c'est très très fort. Le dessin est très particulier, c'est un dessin un petit peu à la Tex Avery, volontairement, c'est-à-dire que c'est pas un dessin très réaliste, c'est plutôt un dessin qui peut paraître même très enfantin, mais ça permet de faire passer beaucoup de choses, voilà. Et donc c'est un énorme coup de cœur avec un énorme dossier historique à la fin de chaque album, une très belle fabrication parce qu'il y a un beau taux toilé, voilà. Et pour avoir vu les originaux, ils sont assez superbes. Donc voilà, on désespère pas sur le tome 2 ou le tome 3 de faire quelque chose avec cet auteur, de le faire rencontrer, mais il habite Majorque,
c'est pas simple non plus quand même pour faire venir en France. Voilà, il a des enfants, il faut faire ça pendant les vacances scolaires espagnoles. Enfin voilà, mais donc sur ce tome 1, c'était pas possible, mais on espère sur les prochains tomes pouvoir arriver à monter un projet avec lui parce que c'est un album qui nous a énormément touché parce qu'il y a beaucoup de sensibilité de ce dessinateur et de son rapport à son grand-père. Et ça, c'est assez fort. Ça s'appelle Les 5 drapeaux, c'est publié par nos amis suisses des éditions Paquet. Et il s'appelle Pau, hein, donc Pau ça s'écrit comme la ville, hein, PAU. Oui, PAU, oui. Et j'ai vu que c'est lui qui avait fait Curtis Hill, que j'avais adoré. Ouais, que j'en avais chroniqué il y a quelques années et qui était absolument génial avec ce dessin très cartoon et qui ramenait sur des faits de société dans le monde de l'automobile. Voilà, c'était assez chouette, ouais. Salut à tous. Salut et merci à Cyril pour la captation vidéo que vous verrez d'ici quelques jours sur les réseaux.